Aucune nation ne peut s'élever sans énergie. C'est elle qui fait tourner les usines, éclaire les villes, propulse les avions et les économies. Le charbon a forgé les empires du 19e siècle, le pétrole a fait les superpuissances du 20e et l'atome devait assurer la grandeur de la France en ce 21e siècle. En 1946, la France crée EDF, son joyau, sa fontaine d'énergie, son ticket vers l'indépendance, une fierté nationale. Il y a 15 ans, EDF était le premier producteur d'électricité nucléaire en Europe et deuxième dans le monde, leader international du nucléaire civil, un géant respecté qui pouvait fournir à la France et à l'Europe entière de l'électricité pas chère éternellement. De quoi alimenter l'industrie, faire tourner les serveurs, les foyers et garantir à nos entreprises un avantage compétitif imbattable. La France aurait pu être reine de l'électricité. Mais il y a eu l'Europe et les saintes lois de la concurrence. 15 années de réformes absurdes, de décisions politiques court-termistes et de trahisons industrielles ont suffi pour mettre EDF à genoux, et pire encore, pour l'empêcher de se relever. Pourtant, dans les années 80, la France rêvait grand avec le projet Superphénix, un seul réacteur capable d'alimenter 2 millions de foyers pendant une éternité. Aujourd'hui, EDF peine à terminer un premier EPR avec 17 ans de retard et une différence de 16 milliards d'euros entre la facture et le devis. Et il y en a 14 comme ça qui doivent suivre. 65 milliards de dettes, 460 milliards d'investissements nécessaires pour entretenir, rénover et moderniser. C'est déjà compliqué comme situation, mais il y a pire. Les pressions intenses de Bruxelles qui obligent EDF à vendre à perte à ses concurrents et qui la harcèlent depuis 20 ans pour qu'elle leur vende aussi une partie de ses installations. Tout ça sous la bienveillance de Paris qui a aussi décidé d'abandonner EDF il y a 15 ans en même temps que le nucléaire. Heureusement, depuis la crise du gaz russe, changement de cap. Le gouvernement annonce de grands projets et la relance de la filière nucléaire. Mais relever EDF, est-ce encore possible ? Dans cette vidéo, je vais vous donner des nouvelles de notre fournisseur d'énergie national. Comment se portent ses finances et où en sont ses projets, mais aussi s'il est encore possible de récupérer notre souveraineté et notre croissance économique. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le secret bien gardé des milliardaires pour s'enrichir aussi bien dans un marché haussier qu'en temps de crise. Le secret, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Accéder à des fonds d'une grande qualité hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de mitiger vos risques grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et cela dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora. Votre portefeuille vous remerciera. Bienvenue sur Money Radar. Pendant que l'Allemagne se félicite d'avoir fermé ses centrales atomiques et qu'elle rallume ses bonnes vieilles chaudières à charbon pour compenser, la France, elle, possède encore un des plus puissants parcs nucléaires du monde. 56 réacteurs en activité répartis sur 18 sites qui fournissent environ 65% de l'électricité que nous consommons. C'est notre or blanc, un pétrole sans hydrogène et sans carbone, notre réponse à l'absence de ressources énergétiques chez nous, le moteur de notre croissance économique et notre ticket direct vers l'autonomie. En 2024, la production nucléaire est repartie à la hausse, plus 13% par rapport à l'année d'avant, avec près de 362 TWh. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez, et c'est surtout beaucoup moins qu'il y a 20 ans, quand EDF donnait tout son potentiel et produisait plus de 420 TWh chaque année. Vous avez devant vous le résultat d'années de sous-investissement, de maintenance retardée et de décisions absurdes venues d'en haut. Le parc français vieillit, l'âge moyen d'un réacteur est de 37 ans, mais contrairement à l'idée générale, vieux ne veut pas dire foutu. Avec un ou deux sauts de plâtre et un bon coup de pinceau, on parle de 90 milliards d'euros de réparation d'ici 2040, ces réacteurs peuvent tenir encore 20 ans. Le problème, c'est que cet argent, EDF ne l'a pas. Et alors qu'elle n'a pas les moyens d'assurer au moins la maintenance de ces installations, elle doit encore financer les EPR2, ces nouveaux réacteurs censés incarner l'avenir du nucléaire européen à 10 milliards pièces. C'est plus ou moins la moitié du coût de Flamanville qui a lui-même coûté 6 fois plus que prévu. Quand on sait qu'il y en a 14 autres à construire et à mettre en service, quelque chose me dit qu'on va encore avoir besoin de nos bons vieux réacteurs pendant un bout de temps. Il faut qu'ils tiennent le coup. Au moins, le temps qu'EDF soit rénové et modernisé au sens littéral, et je ne vous dis pas le montant des travaux, 460 milliards d'euros. Et il va falloir trouver cet argent pour que notre fleuron national garde son statut d'arme stratégique, car c'en est une.
Une arme stratégique qui fait peur. La preuve, l'Allemagne achète désormais notre électricité nucléaire tout en expliquant que l'atome est dangereux. Et l'Europe nous sermonne sur la concurrence, pendant qu'elle profite de nos kilowattheures pas chers. Et justement, parlons-en de Bruxelles. C'est là que se planifie depuis plus de 20 ans la lente asphyxie d'EDF. Sous couvert de libéralisation du marché de l'énergie, l'Union européenne a obligé EDF à vendre son électricité à prix cassé à ses propres concurrents pendant 15 ans. Une absurdité totale, digne d'un roman kafkaïen, mais au nom de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Ça s'appelle l'ARENH, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Derrière ce nom technocratique, une idée aussi simple que dévastatrice, obliger EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à prix fixe, 42 € le mégawattheure, à ses concurrents, qui, pour la plupart, ne produisent rien. Et c'est comme ça qu'on a décidé que le quart, à l'époque, mais maintenant c'est le tiers de la production d'EDF, serait vendu à des concurrents qui peuvent, en tradant sur les prix de marché, faire des offres inférieures à celles d'EDF. Est-ce que vous avez alerté le gouvernement de l'époque ? Mais on ne nous a pas demandé notre avis. Normalement, l'électricité en France devrait être au prix de production d'EDF, c'est-à-dire autour de 60-70 € le mégawattheure. Aujourd'hui, du fait de ces deux phénomènes que j'ai cités, en particulier l'ARENH et les fournisseurs alternatifs, EDF est obligé de se fournir beaucoup plus massivement sur le marché et par conséquent, effectivement, le prix de l'électricité en France monte. Il ne devrait pas monter. Certains n'existaient même pas avant l'ARENH, comme Équateur, Home Energy et Mint. Ils achètent l'électricité pas chère d'EDF, la revendent en prenant leur marge à des clients qu'ils ont aussi piqués à EDF, et voilà comment ils survivent et font des profits. EDF, censée être l'entreprise publique protectrice du consommateur et moteur de la croissance économique de la France, est devenue pendant 15 ans la banque d'électricité des fournisseurs privés comme Total Energy, Engie ou Eni. Selon la Cour des comptes, depuis 2011, l'ARENH a entraîné de 15 à 17 milliards d'euros de manque à gagner à EDF. Ce piège d'EDF n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'un déclin français organisé. Pendant que Bruxelles sabote nos champions nationaux, la France décroche complètement. Depuis le début de l'année, le CAC 40 fait seulement 7%, quand le SP500 monte à 17%, le DAX allemand à 29% et l'IBEX espagnol à 34%. La France est le cancre de l'Europe, 2 à 5 fois moins performante que ses voisins. Face à ce naufrage français, une seule solution, sortir de l'hexagone et diversifier à l'international. C'est exactement ce que fait la stratégie Global Macro depuis 20 ans. Multi-actifs, multi-continents, États-Unis, Allemagne, Asie, matières premières, or, elle a gagné 4,7% en 2008 quand tout s'effondrait, 9% en 2022 pendant la débâcle et affiche entre 7 et 10% par an sur 20 ans avec 3 fois moins de volatilité. Nos 400 membres l'utilisent déjà avec des allocations internationales diversifiées. Résultat, 8% de performance depuis juin pendant que le CAC 40 stagne à 2,3%. Macro Insider rouvre jusqu'au dimanche 2 novembre, un rapport macro mensuel, 3 portefeuilles diversifiés internationalement, 15 ans d'expertise institutionnelle, le tout en 1 heure par mois. Rendez-vous en description pour plus de détails. Et en 2022, l'année noire de la production nucléaire, quand près de 30 réacteurs étaient à l'arrêt, le cauchemar a pris une autre dimension. Pour combler l'électricité qu'elle ne produisait pas, EDF a dû en acheter sur le marché européen, écoutez bien, parfois à plus de 500 € le mégawattheure, pour ensuite la revendre à ses concurrents à 42 €. Elle a racheté sa propre électricité à prix d'or, 26,5 milliards d'euros se sont envolés en une seule année. Ça fait 2 EPR. Et vous imaginez le nombre d'installations qu'on peut garder en bon état avec un tel budget ? Incompréhensible. Pour Bruxelles, le mécanisme de l'ARENH était nécessaire pour, je cite, « protéger la concurrence ». Sous-entendu, d'un quasi-monopole de la France. Pas pour protéger les Français ou les entreprises françaises, non. Protéger la concurrence, celle qui fait soi-disant baisser les prix. Chouette résultat. En 15 ans, ils ont doublé. Après le nucléaire, l'Union européenne s'est attaquée à nos barrages. Près de 80% d'entre eux sont exploités par EDF, troisième producteur européen d'hydroélectricité derrière la Norvège et la Suède. Et c'est contraire aux lois de la concurrence en Europe. Nos installations devraient pouvoir être exploitées par d'autres opérateurs, des acteurs du privé, des sociétés étrangères ou des fonds souverains. Et depuis 20 ans, Bruxelles bloque toute modernisation tant que le marché des activités hydroélectriques d'EDF ne sera pas ouvert à la concurrence. Pour faire simple, l'Europe demande la vente d'une partie des installations françaises à des opérateurs européens, des équipements qui jusqu'à maintenant alimentaient gratuitement nos vallées et nos usines. C'est énorme, non ? Derrière ces décisions se cache une logique folle, affaiblir les champions nationaux pour équilibrer le marché européen. Trop grosse, trop technique et trop politique, EDF fait peur. Mais pour une fois, la France a dit non. Les barrages resteront français et Bruxelles a donné son accord au prix de longues négociations. En échange,
Un tiers de la production hydroélectrique d'EDF devra être cédée aux concurrents européens à prix préférentiel. Un accord qu'on appelle déjà l'Arenh Hydro. Oui, vous avez bien compris, la France doit payer pour avoir le droit de garder et d'exploiter elle-même ses propres installations sur son propre territoire. Maintenant, il reste un gros morceau. Il va falloir trouver 13 milliards d'euros pour réparer des installations qui n'ont pas vu un plombier depuis 20 ans. Mais l'Union européenne n'est pas la seule à en vouloir à la puissance d'EDF. Depuis 15 ans, le gouvernement a aussi fait preuve, à plusieurs reprises, de peu de respect envers son arme économique numéro 1, un outil que les Français ont mis 60 ans à bâtir. Et si Bruxelles a crucifié EDF au nom de la concurrence, c'est bien de Paris que le coup de lance est venu. Elle a été sciemment affaiblie pour l'adapter à un modèle européen qui ne correspond pas à la logique d'un service public industriel. D'abord, quand la France a accepté l'Arenh, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque. Puis en 2014, à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, les turbines Arabelle, fabriquées par Alstom, ont été cédées pendant 10 ans à l'américain General Electric. Exaion, filiale crypto d'EDF, aurait aussi pu suivre le même chemin récemment et partir aux États-Unis, mais heureusement, la vente a été interrompue. Jadis leader mondial du nucléaire, EDF dépend maintenant de partenaires étrangers pour son développement technique. Paris a régulièrement affiché la volonté de rentabiliser ses savoirs stratégiques en la livrant au marché, et aujourd'hui rien n'a changé malgré les promesses et les plans de relance. Ce n'est plus une entreprise industrielle pilotée par des ingénieurs, c'est un instrument budgétaire utilisé par des technocrates. À chaque crise, on lui demande d'absorber les coûts, de geler les tarifs ou de reporter les investissements. Et le bilan aujourd'hui, c'est que les chantiers s'enlisent, les budgets explosent et les équipes sur le terrain doivent faire des miracles avec des bouts de ficelle. En 2023, le gouvernement annonce la nationalisation totale d'EDF. Il rachète toutes les actions et retire son champion de la bourse, une opération qui a laissé un goût amer aux actionnaires. Certains ont applaudi un retour de l'État stratège, mais dans les faits, cette nationalisation n'avait rien d'un plan de relance industriel. C'était une reprise de contrôle politique. L'État a repris 100% du capital, mais pas pour libérer EDF, plutôt pour continuer à en faire ce qu'il veut plus facilement. Un an plus tôt, le président Emmanuel Macron annonçait en grande pompe la construction de 6 nouveaux EPR2 et la possible commande de 8 autres, un plan à plus de 60 milliards d'euros présenté comme le grand retour du nucléaire français. Aujourd'hui, finalement, ce sera 115 milliards et sur le terrain, rien n'avance. Les études préliminaires prennent du retard, aucun financement n'est bouclé et la filière manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Les ingénieurs qui ont construit les centrales des années 80 partent à la retraite et les jeunes diplômés ne se précipitent plus vers un secteur perçu comme d'un autre ton. Alors, où en sont les projets d'EDF ? Les problèmes rencontrés à Flamanville n'ont toujours pas été pleinement résolus, mais, bonne nouvelle, le réacteur a quand même été démarré en décembre dernier au terme d'une procédure qui a duré tout l'automne et sa montée en puissance se fait progressivement. Si tout se passe bien, il sera à fond en décembre prochain. Malheur, j'ai dit si tout se passe bien. Maintenant, c'est sûr, il va encore arriver un truc. Le gouvernement a évoqué 15 projets d'EPR ou EPR2, d'abord 6, et il envisage ensuite 8 de plus. Pour le moment, un seul est construit, c'est Flamanville, et les autres ne sont encore qu'à l'état de plan et de maquette. Les 2 projets les plus avancés sont situés à Pinly, en Seine-Maritime, et à Gravelines dans le Nord, mais aucune pierre ni aucun tuyau n'y ont été posés. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2025, pour réaliser tous ces plans, EDF va devoir trouver 460 milliards d'euros, un Elon Musk et demi. C'est plus que le budget national, une somme astronomique que personne ne pourrait assumer seul. Je vous fais la liste des courses. 115 milliards pour construire les EPR2, ces réacteurs nouvelle génération qu'on dit être l'avenir. 90 milliards pour entretenir, réparer et prolonger la vie du parc nucléaire existant. 100 milliards pour moderniser le réseau de distribution, celui d'Enedis, les lignes et les infrastructures vieillissantes. Et 30 milliards pour l'aval du cycle nucléaire comme le recyclage et le traitement des déchets. Un poste plus secret, mais vital. Et oui, l'atome, c'est délicat et ça a aussi des mauvais côtés, c'est bien de s'en souvenir. En tout, 460 milliards d'euros, voilà le prix pour réparer notre système de production d'énergie, saboté par l'Europe et l'ultralibéralisme, et pour assurer son avenir et celui de la France. Mais qui va payer ? EDF peut emprunter, mais ce sera très cher. Et sa dette nette s'est réduite cette année de 54,3 à 50 milliards d'euros. Ce n'est certainement pas le moment, pas pour 460 milliards de plus. Notre système de production d'énergie a besoin d'une restauration complète. Et pour ça, l'État devra mettre la main à la poche en renonçant à ses revenus d'actionnaire unique. La Cour des comptes recommande qu'il prenne aussi à sa charge au minimum la moitié des coûts, par exemple via des prêts bonifiés pour financer la construction des EPR2. Paris ne peut pas continuer à lui demander de vendre à perte pour protéger le consommateur et de l'autre, réclamer des dividendes pour renflouer ses propres caisses. Les consommateurs vont aussi être sollicités avec de nouvelles hausses tarifaires à prévoir.
Historiquement, chaque période d'investissement s'est accompagnée d'une hausse de prix. Mais pour la première fois depuis 15 ans, l'argent n'ira pas engraisser les concurrents. Une part du financement passera par les prix de l'électricité post-ARENH, car enfin, la fin de l'ARENH approche, c'est le 31 décembre prochain. Dès le 1er janvier 2026, EDF n'est plus tenu de vendre sa production aux concurrents à prix cassé. C'est terminé, fini, au bout de 15 ans et 460 milliards d'euros de dégâts. Voilà pourquoi le moment est bien choisi pour tenter de reprendre le contrôle de notre électricité, de changer les pièces qu'il faut, de réparer les fuites et d'arrêter de se plier à des règles absurdes qui profitent à nos concurrents. Investir massivement dans notre filière énergétique plutôt que dans les armes, former et valoriser nos ingénieurs, reconstruire ce qui a été détruit, parce que sans énergie, il n'y a pas d'économie. Oui, mais et moi, vous m'oubliez ? Ah ! Oui, tant que nos factures dépendent de Bruxelles, la souveraineté ne sera qu'un mot. Le mécanisme ARENH mis en place pour faire baisser les prix a échoué, mais il va être remplacé par un autre, ce que l'État appelle le VNU, le versement nucléaire universel. Si vous y avez compris quelque chose, faites-moi signe. Alors, la France pourrait-elle vraiment reprendre EDF ? Vous imaginez les effets sur l'économie d'une électricité qui baisse ? Déjà rien que sur votre budget. Si soudain on avait un gouvernement qui se fout des règles de Bruxelles et qui décide de rendre la France géniale à nouveau, qu'est-ce qu'il ferait ? Il dirait « on arrête de brader notre électricité pendant que les autres nous font la leçon ». Il dirait « EDF c'est à nous, c'est notre pétrole, notre puissance ». Et il s'en servirait pour relancer le pays en produisant de l'électricité en masse, propre, bon marché, pour redonner de l'air à nos entreprises, à nos foyers et à notre industrie. Parce que oui, en théorie, EDF pourrait être la clé de la Renaissance française. Une énergie abondante, stable et peu chère, c'est le moteur de tout. C'est ce qui permet aux usines de tourner, aux data centers d'exister, aux innovations de naître et au peuple d'espérer. Reprendre EDF, ce serait un pari colossal. Mais c'est surtout une question de courage politique. Celui de dire non à Bruxelles, non aux technocrates, non à la logique absurde de la concurrence dans un domaine où la France avait déjà tout gagné. EDF, c'est plus qu'une entreprise. C'est une arme économique, un outil de souveraineté. Un trésor qu'on a laissé se délabrer au nom d'une idéologie. Alors il est peut-être temps de se rendre compte de ce qu'on est en train de gâcher. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la jeunesse d'EDF et sur les prémices de son sabotage organisé, je vous invite à aller voir ou revoir la première vidéo que nous lui avons consacrée. Maintenant, j'attends de vous un maximum de commentaires, surtout des employés d'EDF. Et comme toujours, corrigez-moi si j'ai dit une bêtise. Errare humanum est. Mais avant de partir, n'oubliez pas de tester Fundora, investir des 100 € dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, restez curieux et je vous dis à très vite. C'était Moniradar.